Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Mémoire posthume de Brás Cubas. Par Machado de Assis. Au lecteur. Que Stendhal confesse avoir écrit ses livres pour une centaine de lecteurs, voilà de quoi s'étonner et s'attrister, mais qu'importe que ce volume ait les 100 lecteurs de Stendhal, ou 50, ou même 20, ou tout simplement 10 ou 5, qui sait? C'est en vérité une œuvre diffuse, dans laquelle moi, Brás Cubas, j'ai adopté la forme libre d'un Sterne et d'un Xavier de Maistre, en y mettant peut-être une ombre de pessimisme. C'est bien possible, une œuvre de défunt. J'ai plongé ma plume dans une encre faite d'ironie et de mélancolie, et il n'est pas difficile de présumer ce qui peut sortir d'un tel mélange. D'ailleurs, les gens graves trouveront à ce livre des apparences de pur roman, tandis que les lecteurs frivoles y chercheront en vain la contexture habituelle du roman. Me voici donc privé de l'estime des gens graves et de la sympathie des frivoles, qui sont les deux pivots de l'opinion. Malgré tout, je ne désespère pas de la ramener à moi, et je vais tout d'abord m'abstenir d'un prologue trop explicite et long. La meilleure préface est celle qui contient le moins de choses possible, et qui les dit d'une façon obscure et tronquée. Donc je vous fais grâce des procédés extraordinaires que j'ai employés dans la confection de ces mémoires, écrits là-bas, dans l'autre monde. Ce serait sans doute intéressant, mais surtout long, et parfaitement inutile à la compréhension de ce livre. L'œuvre vaut ce qu'elle vaut. Si elle te plaît, ô délicat lecteur, paye-moi de ma peine. Sinon je te ferai la nique, et bonsoir. Brás Cubas. Fin. Chapitre I. Mort de l'auteur. Je me suis demandé pendant quelque temps si je commencerais ces mémoires par le commencement, ou par la fin, c'est-à-dire si je parlerais d'abord de ma naissance ou de ma mort. L'usage courant est de commencer par la naissance, mais deux considérations me firent adopter une autre méthode. La première, c'est que je ne suis pas à proprement parler un auteur défunt, mais un défunt auteur, pour qui la tombe fut un autre berceau. La seconde, c'est que j'ai pensé que cet écrit en serait ainsi plus original et plus galant. Moïse, qui a aussi narré sa mort, ne la met pas au début mais à la fin de son récit, différence radicale entre mon livre et le Pentateuque. Je mourus donc un vendredi du mois d'août 1869, sur le coup de 2 heures de l'après-midi, dans ma belle propriété de Katumbi. J'avais alors 64 ans, solide et vert, j'étais vieux garçon, je possédais environ 300 contos, et 11 amis m'accompagnèrent au cimetière. 11 amis. Il est vrai qu'on n'avait envoyé aucune lettre de faire-part, et qu'il tombait une pluie fine passée au tamis, si implacable et si triste, qu'un de mes fidèles de la dernière heure en intercala cette ingénieuse pensée dans le discours qu'il prononça sur le bord de ma sépulture. Vous qui l'avez connu, messieurs, ne vous semble-t-il pas comme à moi, que la nature paraît pleurer la perte irréparable d'un des plus beaux caractères dont se puisse honorer l'humanité? Cette ambiance sombre, ces gouttes du ciel, ces nuages obscurs qui voilent l'azur comme un crêpe funèbre, révèlent la douleur profonde dont la nature est pénétrée, et tout cela constitue un sublime tribut de louange à notre illustre défunt. Bon et fidèle ami, comme j'ai bien fait de lui laisser 20 titres de rente par héritage. Ce fut de la sorte que j'arrivai au terme de mon voyage, ce fut ainsi que j'entrai dans l'undiscovered country de Hamlet, exempt des angoisses et du doute du jeune prince danois. Ma retraite fut calme et traînante, comme celle de quelqu'un qui se retire tard du spectacle. Tard et rassasié. 9 ou 10 personnes assistèrent à mon départ, 3 femmes entre autres, ma sœur Sabine, mariée avec Cottrim, sa fille, un lit de la vallée, et, prenez patience, d'ici peu vous saurez quelle était la 3e. Contentez-vous d'apprendre pour l'instant que cette anonyme, bien qu'elle ne fût point ma parente, eut plus de réel chagrin que mes propres parents. En vérité, elle souffrit davantage. Elle ne cria pas,
Elle ne se roula pas sur le sol en proie à une attaque de nerfs, c'est vrai. Mais un vieux garçon qui meurt à 64 ans ne prête pas à la douleur tragique. Et de toutes les façons, il ne convenait pas à l'inconnu d'en donner les marques. Debout au chevet du lit, les regards stupides, la bouche entr'ouverte, la pauvre femme ne pouvait se convaincre de mon trépas. « Mort, mort !» se répétait-elle. Et son imagination, comme les cigognes qu'un illustre voyageur vit cingler, en dépit des ruines et du temps, de l'Ilissus vers les plages africaines, vola par-dessus les débris des années, jusqu'à une Afrique juvénile. Nous l'y accompagnerons plus tard, quand moi-même je revêtirai les traits de mes premiers ans. Pour le moment, je veux mourir tranquille et méthodiquement, en écoutant les sanglots des dames, les chuchotements des hommes, la pluie qui tambourine sur les feuilles des tignerons dans le jardin, le frottement strident d'un tranchet que le rémouleur aiguise dehors, à la porte du cellier. Je vous jure que cet orchestre mortuaire était beaucoup moins triste qu'on ne pourrait supposer. Il finit même par me sembler délectable. La vie trébuchait en moi, la conscience s'effaçait, je tombais de l'immobilité physique dans l'immobilité morale, mon corps devenait plante, pierre, boue, puis plus rien. Je mourus d'une pneumonie. Si j'affirme pourtant que ma mort fut causée moins par cette maladie que par une idée grandiose et utile, le lecteur ne me croira pas, quoique ce soit la vérité pure. Je vais exposer en connaissance de cause. Fin. Chapitre 2. L'emplâtre. Effectivement, tandis que je me promenais un matin dans le jardin, une idée se suspendit au trapèze que j'avais dans le cerveau. Puis elle commença à jouer des bras et des jambes, à faire les plus scabreuses cabrioles et les plus audacieux exercices de voltige. Je m'abîmais dans sa contemplation. Soudain elle fit un saut périlleux, puis étendit bras et jambes en forme d'X. « Déchiffre-moi ou je te dévore ». Ce n'était rien moins que l'invention d'un médicament sublime, d'un emplâtre anti-hypocondriaque, destiné à soulager notre mélancolie humaine. Dans ma demande de brevet, j'appelais l'attention du gouvernement sur ce résultat véritablement chrétien. Cela ne m'empêcha pas du reste de m'épancher avec mes amis, au sujet des avantages pécuniaires qui devaient découler de la vente d'un produit si merveilleux dans ses résultats. Mais maintenant que je suis ici, de l'autre côté de la vie, je puis bien avouer que mon enthousiasme venait principalement de l'espoir de voir ces trois paroles, emplâtre Brás Cubas, imprimées sur les journaux, sur les murs, sur des affiches, aux quatre coins des rues. Pourquoi le nierais-je ? J'avais la passion de l'esbrouf, de l'annonce et du feu d'artifice. Les modestes s'indigneront peut-être, les habiles m'en feront un titre à leur considération. Ainsi mon idée, comme les monnaies, avait deux faces, l'une tournée vers le public, l'autre vers moi. D'un côté, philanthropie et lucre, de l'autre, soif de renommée. Disons, amour de la gloire. Mon oncle, chanoine après bande entière, avait l'habitude de me dire que l'amour de la gloire temporelle mène à la perdition, les âmes ne devant aspirer qu'à la gloire éternelle. À cela, mon autre oncle, ancien officier d'infanterie, répondait qu'il n'y a rien de plus véritablement humain que le sentiment de la gloire, qui est une des caractéristiques de notre espèce. Le lecteur décidera entre le militaire et le prêtre. Je reviens à mon emplâtre. Fin. Chapitre 3. Généalogie. Mais puisque j'ai parlé de mes deux oncles, le moment est opportun pour ébaucher ma généalogie. Un certain Damien Cubas, qui florissait dans la première moitié du XVIIIe siècle, fut le fondateur de ma famille. Il était né à Rio de Janeiro, où il exerçait la profession de tonnelier. S'il se fût limité à cet état, il serait mort sans doute dans la gêne et l'obscurité. Mais étant devenu agriculteur, il planta, cueillit et troqua ses produits contre de bons deniers sonnants, jusqu'au jour où il mourut, laissant une grosse fortune à son fils, le licencié Luis Cubas.
C'est de lui que date vraiment la série de mes aïeux, de ceux que ma famille avoue. Damien Cuba n'ayant été après tout qu'un tonnelier, peut-être même un mauvais tonnelier, tandis que Louis Cuba passa par l'université de Coimbra, occupa de hautes charges, et fut un des confidents du vice-roi, comte de Cunha. Comme ce nom de Cuba sentait par trop le mui, mon père, qui était l'arrière-petit-fils de Damien, alléguait les hauts faits d'armes d'un certain chevalier, qui, sur la terre d'Afrique, aurait reçu ce titre, un jour qu'il enleva 300 cuves aux morts. Mon père, homme d'imagination, échappait ainsi à la tonnellerie sur l'aile d'un calembour. C'était un digne homme, d'un bon naturel, digne et loyal entre tous. Il avait bien quelques fumées de vanité. Mais trouve-t-on quelqu'un en ce bas monde, qui échappe à ce travers? Il est bon d'ajouter qu'il ne recourut à ce stratagème qu'après avoir cherché à greffer notre famille, sur le vieux tronc, de mon célèbre homonyme, le capitaine Bras Cuba, qui fonda la ville de S. Vicente, où il mourut en 1592. Ce fut pour ce motif qu'il me donna le nom de Braz. Mais les descendants légitimes protestèrent, et il inventa les 300 cuves mauresques. J'ai encore quelques parents vivants, ma nièce Venantia, par exemple, le lit de la vallée, fleur des dames de son temps. Son père aussi, Cottrim, un individu qui... Mais n'anticipons pas sur les événements. Finissons-en d'une avec l'emplâtre. Fin. Chapitre 4. L'idée fixe. Après tant et tant de cabrioles, mon idée finit par devenir une idée fixe. Dieu te garde, lecteur, d'une semblable aventure. Mieux vaut un fétu, ou même une poutre dans l'œil. Vois Cavour. Ce fut l'idée fixe de l'unité italienne qui le tua. Il est vrai que Bismarck n'est pas mort de la sienne. Mais la nature est une grande capricieuse, et l'histoire une éternelle toquée. Par exemple, Suétone nous présente un Claude qui est un parfait imbécile, une citrouille, suivant l'expression de Sénèque, et un Titus qui fut les délices de Rome. Et voici qu'un moderne professeur trouve le moyen de démontrer que des deux Césars, le délicieux, l'exquis, c'est précisément la citrouille de Sénèque. Et toi, Madame Lucrèce, fleur de la famille des Borgias, si un poète te peint sous les traits d'une Messaline catholique, il se présente aussitôt un Grégorovius incrédule pour adoucir ton profil. Si tu n'es pas un lit, au moins n'es-tu pas non plus un bourbier. Il me plaît de me tenir en équilibre, entre le poète et le savant. Oh. Vive l'histoire, qui, dans sa volubilité, tourne à tous les vents. Et pour en revenir à l'idée fixe, je dirais que c'est elle qui fait les grands hommes et les fous. L'idée mobile, vague, chatoyante, est le propre des Claudes, suivant la formule de Suétone. Mon idée fixe, à moi, était fixe à un point que je ne saurais dire. Non, je ne trouve rien au monde qui soit assez fixe pour servir de terme de comparaison, peut-être la Lune, peut-être les pyramides d'Égypte, ou l'ancienne diète germanique. C'est au lecteur de choisir, et je le prie de ne pas faire la grimace, parce que je tarde à commencer la partie narrative de ces mémoires. Nous y viendrons. Je vois bien qu'il préfère l'anecdote à la réflexion, comme les autres lecteurs, ses confrères. Il est dans son droit. Encore un peu de patience. Ce livre est écrit avec flegme, avec le flegme d'un homme qui n'a plus à tenir compte de la brièveté du siècle. C'est une œuvre essentiellement philosophique, d'une philosophie inégale, tantôt austère, tantôt folichonne. Elle n'édifie ni ne détruit, elle ne refroidit ni n'enflamme, et toutefois elle vise moins haut qu'à l'apostolat, et plus haut qu'au simple passe-temps. Allons, rectifiez la position de votre nez, et revenons à l'emplâtre. Laissons là l'histoire avec ses caprices de dame élégante. Nous n'étions pas à Salamine, et nous n'avons point écrit la confession d'Augsbourg. Pour ma part, si de temps à autre je me souviens de Cromwell, c'est seulement pour me dire que la main de son Altesse, cette main qui ferma le Parlement, aurait pu imposer aux Anglais l'emplâtre Bras Cuba. Et ne vous riez pas de cette banale victoire de la pharmacie sur le puritanisme.
Qui ne sait qu'au pied de chaque haute et ostensible bannière, il y a souvent de petits drapeaux, modestes et particuliers, qui se dressent et se déroulent à l'ombre de ceux-ci, et quelquefois même leur survivent. Voyez le village qui s'abritait sous la protection du château féodal. Le château tomba, le village demeure. Il est vrai qu'il a grandi, et a pris des airs de noblesse. Décidément, ma comparaison ne vaut rien. Fin. Chapitre V, où l'on voit poindre l'oreille d'une femme. Mais voici que tandis que j'étais en train de préparer et de perfectionner ma recette, je reçus en pleine un vent coulis. Je tombais malade, je traitais le mal par le mépris. J'avais l'emplâtre en tête. Je portais en moi l'idée fixe des fous et des forts. Je me voyais de loin, m'élevant au-dessus de la multitude, pour remonter au ciel comme un aigle immortel, et ce n'est pas en présence de ce spectacle sublime qu'un homme se laisse vaincre par la douleur. Le jour suivant, j'étais plus mal. Je me soignais alors, mais incomplètement, sans méthode et sans persistance. Telle fut l'origine du mal qui m'emporta dans le domaine de l'éternité. Vous savez déjà que je mourus un vendredi, jour de mauvais augure, et je crois avoir prouvé que ce fut ma découverte qui me tua. Il y a des démonstrations moins lucides, et non moins triomphantes. Il n'était pas impossible cependant que je devinsse centenaire, et que mon nom figurât dans les journaux sur la liste des macrobiens. J'avais une bonne santé, j'étais robuste. Supposez qu'au lieu de poser les bases d'une invention pharmaceutique, j'eusse réuni les éléments d'une institution politique ou d'une réforme religieuse. Le courant d'air, supérieur aux spéculations humaines, me surprenait de la même manière, et tout s'en allait à volo. Telle est la destinée humaine. Ce fut sur cette réflexion que je pris congé de la femme, je ne dirais pas la plus sage, mais assurément la plus belle de toutes celles de son temps, de l'anonyme du premier chapitre, celle dont l'imagination, semblable aux cigognes de Lillisus. Elle avait alors 54 ans, c'était une ruine, une imposante ruine. Figurez-vous, lecteur, que nous nous étions aimés, elle et moi, bien des années auparavant, et qu'un jour, au cours de ma maladie, je la vis paraître à la porte de ma chambre. Fin. Chapitre 6. Chimène, qui l'eût dit? Rodrigue, qui l'eût cru? Je la vis s'arrêter sur le seuil de l'alcôve, pâle, émue, vêtue de noir, et demeurer là sans oser entrer, peut-être intimidée par la présence d'un homme qui se trouvait avec moi. Du lit où j'étais étendu, je la contemplais pendant tout ce temps, sans lui rien dire et sans faire un geste. Nous ne nous voyions pas depuis 2 ans déjà, et elle m'apparaissait, non telle qu'elle était, mais telle qu'elle avait été. Je me remémorais ce que nous fûmes tous deux, à l'époque juvénile, vers laquelle un Ézéchias mystérieux fit soudain reculer le soleil. Je secouais toutes mes misères, et cette poignée de poussière, que la mort allait éparpiller dans l'éternité du néant, fut plus forte que le temps, ministre de la mort. Aucune eau de jouvence n'eût valu cette simple et mélancolique évocation du passé. Croyez-moi, rien ne vaut le souvenir. On ne doit jamais se fier à la félicité présente, il y a en elle une goutte de bave de Caïn. Quand le temps a passé, quand le spasme a cessé, alors oui, on peut vraiment savourer celle des 2 illusions qui est la meilleure, parce qu'elle est exempte de souffrance. L'évocation fut d'ailleurs de courte durée. La réalité s'imposa, le présent fit disparaître le passé. Peut-être exposerai-je au lecteur, dans quelques pages de ce livre, ma théorie des éditions humaines. Pour le moment, ce qu'il est important de savoir, c'est que Virgilia, elle s'appelait Virgilia, entra dans l'alcôve, avec la fermeté, la gravité que lui donnaient ses vêtements, et aussi les années, et s'approcha de mon chevet. L'étranger se leva, et sortit. C'était un individu qui venait tous les jours me rendre visite, pour me parler du change, de la colonisation,
et de la nécessité de multiplier les chemins de fer au Brésil. Comme c'était passionnant pour un moribond. Il sortit, Virgilia demeura debout. Durant quelques instants, nous nous regardâmes en silence. Qui l'eût dit? De deux grands amoureux, de deux passions effrénées, il ne restait rien après 20 années. Rien, ou tout au plus deux cœurs desséchés, dévastés par la vie et rassasiés d'elle, peut-être pas autant l'un que l'autre, mais enfin rassasiés tous deux. Virgilia avait alors la beauté de la vieillesse, un air austère et maternel. Elle était moins maigre qu'à notre dernière rencontre à la Tijuca, dans une fête de la Saint-Jean. Elle faisait tête au temps, c'est à peine si quelques fils blancs s'intercalaient entre ses cheveux noirs. Voilà que vous rendez visite aux défunts, lui dis-je. Qui parle de défunts? Répondit-elle en faisant la moue. Et après m'avoir serré la main. Je m'occupe de secouer les paresseux. Elle n'avait plus la caresse attendrie d'un autre temps, mais sa voix était amicale et douce. Elle s'assit. J'étais seul chez moi, en compagnie d'un simple infirmier. Nous pouvions nous parler en toute franchise. Virgilia me donna des informations du dehors. Elle comptait avec esprit, assaisonnant ses discours d'un peu de médisance, ce sel de la conversation. Et sur le point de quitter le monde, j'éprouvais un plaisir satanique à me moquer de lui, à me convaincre que je perdais bien peu de choses en vérité. Quelle idée, interrompit Virgilia en grossissant la voix. Si vous continuez, je ne reviendrai plus. Mourir. Naturellement, nous sommes tous mortels. Il suffit d'être en vie, et regardant sa montre. Mon Dieu, déjà 3 heures. Je file. Déjà? Oui, je reviendrai demain ou après-demain. Je ne sais trop que vous conseiller. Votre malade est un vieux garçon, et il n'y a aucune femme chez lui. Et votre sœur? Elle ne pourra venir qu'à partir de samedi. Virgilia réfléchit un instant. Puis elle haussa les épaules, et dit gravement. Je suis vieille. Personne ne remarquera. D'ailleurs, pour couper court au racontage, j'amènerai Nono. Nono était l'unique fruit de son mariage, et à l'âge de 5 ans, il avait été le complice inconscient de nos amours. À l'époque de ma maladie, il était déjà avocat. Ils vinrent tous deux, le surlendemain, et j'avoue qu'en les recevant dans ma chambre, je fus pris d'une timidité qui ne me permit pas de répondre tout de suite aux paroles affectueuses du jeune homme. Virgilia devina ce qui se passait en moi, et lui dit « Nono, regarde-moi ce grand enfant gâté qui ne dit rien pour faire croire qu'il est très malade. » Le jeune homme sourit, je souris aussi, je crois, et nous plaisantâmes. Virgilia était sereine et souriante, offrant l'aspect des existences immaculées, sans un regard suspect, sans un geste dénonciateur. Son égalité de parole et de caractère dénonçait une domination d'elle-même assez rare, sans doute. Notre conversation glissa par hasard aux amours illégitimes, moitié divulguées, moitié secrètes, d'une personne de notre connaissance, et qui était même son amie, ce qui ne l'empêcha pas de montrer à l'égard de celle-ci quelque dédain et même de l'indignation. Son fils écoutait avec satisfaction cette voix digne et forte, et je me demandais à moi-même ce que les Pygrièches diraient de nous, si Buffon était né Pygrièche. C'était le délire qui méprenait. Fin. Chapitre 7. Le délire. Je ne sache pas que personne ait encore raconté son propre délire. La science me sera redevable de ce service. Les lecteurs indifférents aux phénomènes mentaux pourront sauter ce chapitre. Mais même si vous n'êtes pas curieux, vous trouverez peut-être intéressant de savoir ce qui se passa dans ma tête pendant près d'une demi-heure. Je pris d'abord la forme d'un barbier chinois habile et grassouillet, en train de raser de près un mandarin, qui me payait de ma peine par des chiquenaudes et des dragées, simple caprice de mandarin.
L'instant d'après, je devins la somme de saint Thomas, imprimée en un volume et reliée en maroquin, avec des fermoirs d'argent et des estampes. Ce délire donna à mon corps la plus rigide immobilité. Je me rappelle encore que mes mains formaient les fermoirs du livre. Je les tenais croisés sur le ventre, et quelqu'un, Virgilia sans doute, les décroisait, parce que cette attitude semblait celle de la mort. Enfin je fus rendu à la forme humaine, et livré à un hippopotame, qui m'emporta. Je me laissai faire, sans protester, et je ne sais trop si je ressentais de la peur ou un sentiment de confiance. Mais au bout d'un instant, la course devint tellement vertigineuse, que j'osai l'interroger, et lui dire, après quelques précautions oratoires, qu'il me semblait aller à l'aventure. « Tu te trompes, me répondit l'animal. Nous remontons à l'origine des siècles, et je lui fis observer que c'était un peu loin. Mais l'hippopotame ne m'entendit pas ou ne me comprit pas, ou feignit de ne pas entendre. Je lui demandai, puisqu'il parlait, s'il descendait du cheval d'Achille ou de l'âne de Balaam, et il me répondit par un geste commun à ces deux animaux. Il secoua les oreilles. Je fermai alors les yeux, et m'abandonnai au hasard. J'avoue que je ressentis quelque démangeaison de savoir où se trouvait placée l'origine des siècles, si elle était aussi mystérieuse que celle du Nil, et surtout si elle valait plus ou moins que la consommation des mêmes siècles. Réflexion d'un cerveau malade. Comme je fermais les yeux, je ne voyais pas le chemin. Je me souviens seulement que l'impression du froid augmentait à mesure que nous avancions. À un certain moment, je crus entrer dans la région des neiges éternelles. J'ouvris alors les yeux, et je vis qu'en effet mon hippopotame galopait sur une plaine de neige, couverte de quelques montagnes de neige, d'une végétation de neige, et de quelques grands animaux également déneigés. On ne voyait que de la neige, un soleil de neige nous pénétrait de froidure. J'essaya de parler, mais de froidure. J'essayai de parler, mais je ne pus prononcer que cette question anxieuse. Où sommes-nous? Nous avons passé l'Éden. Arrêtons-nous alors sous la tente d'Abraham. Mais puisque nous allons en arrière, répartit ma monture en se moquant de moi. Je demeurai ahuri et vexé, et le voyage me parut décidément extravagant et sans intérêt. Le froid incommode, le moyen de locomotion brutal, et le but inaccessible. De plus, imagination de malade, je me disais qu'en supposant même que nous y arrivions, il n'était pas impossible que les siècles, irrités de cette profanation, nous déchirassent entre leurs ongles, qui devaient être séculaires comme eux. Tandis que je me livrais à ces réflexions, nous dévorions l'espace, et la plaine fuyait sous nos pieds. Enfin l'animal s'arrêta, et je pus regarder autour de moi. Regarder seulement, car je ne vis rien, or l'immense linceul de neige qui couvrait alors le ciel même, demeurait jusque-là limpide. Par moments, j'entrevoyais quelque énorme plante agitant au vent ses larges feuilles. Le silence était sépulcral. On eût dit que la vie des êtres se figeait en présence de l'homme. Et voici qu'un visage énorme, tombait-il du ciel? Sortait-il de terre, je ne sais. Un visage de femme, fixant sur moi des regards rutilants comme le soleil, m'apparut. Il avait l'ampleur des solitudes sauvages, et il échappait à la compréhension humaine, car ses contours se perdaient dans l'ambiance, et ce qui paraissait opaque était tout simplement diaphane. Dans ma stupéfaction, je ne dis rien, je ne poussai pas un cri. Mais au bout d'un instant, dans ma curiosité délirante, je lui demandai son nom. Je suis, comme il te plaira, la nature ou Pandore. Je suis ta mère, et ton ennemi. En entendant ces mots, je reculai un peu, pris d'épouvante. La figure poussa un large éclat de rire, qui fit autour de nous l'effet d'une tempête. Les plantes se contorsionnèrent, et un long gémissement rompit le silence. Ne crains rien, me dit-elle, mon inimitié ne tue pas. C'est au contraire par la vie qu'elle s'affirme.
Tu vis, je ne te souhaite pas d'autre mal. Vis-je vraiment? Demandai-je en enfonçant mes ongles dans ma chair, pour me certifier de ma propre existence. Oui, ver de terre, tu vis. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.